Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la construction de mon atelier en ossature bois. Je n'ai pas pu terminer dans le précédent épisode le parement, ce sera fait aujourd'hui. Je vais vous donner autant de détails que possible sur la façon dont je m'y prends. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. C'est donc parti pour un nouvel épisode. Passez un bon moment. Alors celle-là, je crois que je ne vais pas l'utiliser. Elle est partie dans tous les sens. Alors j'avais stocké ça dans l'atelier et dessous, eh bien j'ai un habitant, ou plutôt une habitante. Oh, oh, oh my goodness! Oh, 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 et puis elle est pas belle. Hein. Ouh, elle est pas belle. J'ai peur des araignées. File. La pauvre, elle sait pas où se mettre. Ah. Je crois que je vais la pousser un peu. Je vais la pousser un peu là. Monte dessus là, que je te transporte. Monte dessus là, voilà. Hop, hop, elle est partie. Elle est là. Allez, file. Va te cacher. Va te cacher. Va te cacher. Cache-toi, cache-toi. Allez, va te cacher, ouais. Allez, passe sous le plancher. Hop, 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 hop. Voilà. Je me demande si le dessous du plancher ne va pas devenir un refuge pour ce genre d'animaux. J'espère que c'était la mère et que c'était pas la fille. Voilà, celle-ci est mieux maintenant que j'ai enlevé l'araignée. Donc je vais pouvoir continuer. Ouais, un peu courte mon équerre. Un peu courte, c'est pas grave. Je vais m'en arranger. Alors j'ai laissé un petit peu de marge et si jamais ça ne rentre pas, je couperai le pied de la planche. Ce sera plus facile que de couper là. J'ajusterai avec le pied. Et j'en ai profité pour écarter ici cette fente de la planche finale. Comme ça je suis un peu plus tranquille. Même si ça craint pas grand chose. Alors ça je vous le montre pas. Je vous montre pas que je me suis trompé quand j'ai coupé l'angle. Je l'ai coupé à l'envers. Comme ça le fait pas. Allez, je recommence. Bon, heureusement, celle qui va pas là, elle ira un petit peu plus loin. J'aurais pas beaucoup perdu de bois. Mais bon, si je fais ça à toutes les plages. Alors au passage, je sais pas ce que vous pensez de ce genre d'équerre. Donc c'est très pratique. Mais c'est pas très précis. Ça, il faut pas chercher les degrés là-dedans. Hein. C'est vraiment pour avoir quelque chose d'approximatif. Voilà, c'est typiquement ce que j'ai expliqué. Le bois se resserre derrière la lame. Alors là, c'est trop court pour aller poser quelque chose. Donc je vais repasser. C'est quand même un gros effort et il faut que la lame soit bien affûtée pour qu'on arrive à couper ce genre de bois qui est du bois vert en fait. Il faudrait avoir moins de dents, c'est plutôt une lame de finition ça qu'une lame d'ébauche. Donc elle n'est pas vraiment adaptée, du coup ça bourre et ça force. Mais la bestiole, elle est balèze. Hein. Alors ici, ça se juste bien. Par contre, la planche est courbée.
et donc elle dépasse, elle n'est pas ajustée à celle-là dans ce sens-là. Du coup je crois que je vais rajouter un petit tasseau ici qui sera juste artificiel, ou pas d'ailleurs, peut-être que je vais décaler, je vais en rajouter un ici là, de manière à pouvoir avoir la cote de profondeur et ajuster mieux que ce que ce n'est maintenant. Voilà, on voit ici ça remonte, donc elle est vraiment pliée puisque là elle sort, donc je vais rajouter un bout de tasseau ici. Et la difficulté qu'il y a, c'est que si je fixe ce tasseau avant de poser cette planche, eh bien je ne pourrai plus rentrer cette planche, parce que pour la rentrer je suis obligé de la passer sous le chevron et après de la faire redescendre pour pouvoir la rentrer. Alors je vais tout simplement préparer un tasseau ici qui va se retrouver ici et qui va permettre d'aligner cette planche avec celle-là et celle-là avec la suivante. Voilà, c'est terminé pour ce côté du parement. Je suis coincé parce que je n'ai pas les gonds pour la porte, donc ça va pas pouvoir aller plus loin. J'ai fini ce parement, j'ai mis une baguette dans le coin ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir nettoyer les outils, ranger ces outils parce que je crois que le parement, eh bien, c'est fini pour un bon petit moment. Le temps que déjà que je construise le reste de la structure. On est dans les derniers jours de confinement, donc je ne désespère pas de trouver le matériel pour pouvoir continuer mon chantier. J'ai peur que ce soit un petit peu l'assaut le 11 mai dans les magasins, donc je n'irai pas le 11, mais j'irai un petit peu plus tard. Je vais laisser les gens qui n'ont jamais pu s'approvisionner aller s'approvisionner. Moi j'irai un petit peu plus tard, mais il faut que j'aille chercher des matériels pour pouvoir continuer ce chantier. Je n'ai pas posé le joint sur les têtes de vis, tout simplement parce que c'est une cartouche. La cartouche elle sèche après, une fois qu'on l'a utilisée, et j'ai encore des vis qui vont apparaître sur la structure
de la porte. Tout du même peut-être, tout dépendra du choix que je vais faire. Mais si jamais c'était le cas, il faudra aussi que je mette du joint sur les têtes de vis. Donc je vais attendre un petit peu pour les mettre. Et puis je vais voir, je me laisse le temps de la réflexion. Je ne suis pas pressé. Si je n'ai pas répondu dans cet épisode sur certaines questions que vous posez sur ce parement, allez voir l'épisode précédent, j'ai donné aussi beaucoup d'explications. L'avantage c'est que j'ai vidé un petit peu le stock de bois que j'avais ici, donc je vais pouvoir continuer à l'aménagement intérieur de cet atelier. Il y a quelques jours de ça, j'ai utilisé le rénovateur de la gamme Energy Hub pour décaper ces planches que j'avais préalablement brûlées. Mais je l'ai mis dans des conditions pour lesquelles il n'est pas prévu, c'est-à-dire que je n'ai pas mis d'aspirateur et ensuite j'ai gratté quelque chose qui est conducteur, parce que le graphite, c'est conducteur. Vous savez que je prends soin des outillages, donc je vais démonter cette machine pour la nettoyer, parce que là je l'ai vraiment utilisée dans des conditions pour lesquelles elle n'est pas prévue. Mais elle a résisté, et elle a même plutôt bien résisté, même si je n'ai pas gardé le résultat du travail que j'avais fait avec ce rénovateur. Ça n'a rien à voir avec le rénovateur, c'est tout simplement que la technique n'était pas la bonne. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc je vais vous montrer les entrailles de ce rénovateur de chez Peugeot Outillage. J'ai commencé à passer un coup de soufflette sur ce rénovateur et puis maintenant je vais le démonter entièrement pour pouvoir nettoyer à l'intérieur, parce que ce qui m'inquiète, c'est le graphite qui est rentré à l'intérieur. Si j'avais mis un aspirateur sur cette bouche, je n'aurais pas eu besoin de nettoyer, je pense que tout aurait été aspiré. Je n'ai pas pu le mettre parce que j'étais au fond du jardin et que je n'en ai pas, donc je l'ai utilisé dans des conditions vraiment déplorables et je ne veux pas l'abîmer. Donc il faut commencer par enlever l'écartère de protection et la poignée de maintien, c'est assez simple. Ensuite, ce qu'il y a de bien dans cet outil, c'est qu'on peut le démonter avec un simple tournevis cruciforme, donc la maintenance est assez facile et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est quand même très simple. J'ai commencé par enlever les carters et j'ai tout de suite trouvé du graphite malgré le soufflage à l'air comprimé. Et le graphite est un élément conducteur, donc dans une machine électroportative, c'est pas très bon. Si vous démontez, ne faites pas comme moi, mettez les vis dans une petite boîte pour ne pas les perdre. Et faites attention, toutes les vis, même si elles se ressemblent, n'ont pas forcément la même longueur. Ce système de rénovateur avec cet arbre déporté est une exclusivité de Peugeot Outillage, si j'ai bien compris. C'est en aluminium moulé et c'est relativement solide et il le faut parce qu'il y a quand même un sacré porte-à-faux. Ici il y a rondelle plate et rondelle frein. Voilà. À l'intérieur, donc bien entendu, ça ressemble au dispositif qu'on a sur une meuleuse. Donc ici c'est un réducteur et on est obligé d'enlever l'arbre pour pouvoir sortir la dernière vis qui fixe le carter. Je ne vais pas tout démonter, mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose à démonter. En fait, une fois qu'on a ouvert les deux carters, on a accès à tout. Et entre autres, au graphite. Il y en a plein sur le moteur. Donc j'ai bien fait de démonter. Donc ce sont des moteurs brushless, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de charbon. Là, j'en profite pour démonter la gâchette qui est aussi pleine de poussière. Donc je vais la nettoyer et je vais y mettre un petit peu de graisse dedans. Le graphite est allé jusque sur les composants électroniques, donc il faut vraiment nettoyer. Là je sors le moteur, et vous voyez, une fois qu'on a sorti le moteur, si on dégrafe la carte électronique, on a démonté l'ensemble de la machine. C'est vraiment très accessible. Bon, je n'ai pas d'autre moyen de nettoyage que l'air comprimé, et même s'il y a des moyens plus perfectionnés, le fait de le démonter, de le nettoyer comme ça, ça va rallonger sa vie, parce que le graphite c'est pas bon. Pendant que je souffle, on voit bien le moteur brushless, on voit la carte ici avec les 3 composants de puissance. C'est vraiment très simple. J'utilise la graisse du réducteur pour graisser cette pâte. C'était pas fait à l'origine, bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais moi quand je l'ai démonté, j'ai jugé que c'était opportun de le faire. Voilà, et là je teste avant de remonter que ça fonctionne bien. Le remontage est tout aussi simple, il y a 5 vis à mettre sur ce carter. Ce sont des vis cruciformes encore une fois, donc c'est assez simple de démonter et de remonter. Ça c'est appréciable, vous savez que sur cette chaîne j'aime bien démonter les outils et j'aime bien ce qui est réparable. Là c'est réparable et c'est facilement démontable. Il n'y a pas de vis avec des empreintes particulières, ça se démonte facilement.
Ce qu'il faut que je précise, c'est que si vous avez des machines encore sous garantie, bien entendu, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Parce que là, vous allez briser la garantie. Pour information, Peugeot garantit la disponibilité des pièces détachées pendant un minimum de 10 ans. Et son service après-vente est en France. Quelques jours ont passé depuis que j'ai tourné les images précédentes. Et on est maintenant à la veille du déconfinement. Et bien sûr, il pleut des seaux d'eau. Et ça va durer aussi demain. Donc demain, on va être déconfiné, mais mouillé, je crains. Bon, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai de nouveau des infiltrations d'eau derrière mon mur. Donc il faut que je déplace rapidement le tas d'OSB ailleurs, que je décale tout ce que je peux, et puis que j'aille voir, parce que je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus simple que ce que je pensais. Pour que cet écoulement arrive là, il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé. Donc j'y retourne. Dans les commentaires d'une vidéo précédente où je parlais de ce problème, certains m'ont donné quelques solutions que je pense mettre en œuvre assez rapidement, à savoir une gouttière et un caniveau. Et la deuxième chose, eh bien, c'est qu'aujourd'hui je suis avec une lampe de chantier. Il va falloir que dans la journée je mette un petit peu d'éclairage, parce que quand il fait orage comme ça et que c'est aussi sombre que ça, eh bien sans lumière, ça donne ça. Alors, j'y vois, je pourrais presque travailler, mais il est impossible de filmer. Donc il me faut un minimum d'éclairage. Et rien qu'avec un projecteur LED de 50 watts, voilà la différence. Donc là, je vais en installer 4. Je pense que ça va ressembler à Broadway ici. Ça, c'était comme ça. Ça a tellement ruisselé que c'est venu jusqu'ici. Et ça, c'est mouillé. Donc là, il y a quand même quelque chose qui m'épate. Ça a dû ruisseler fort pour que ça arrive à venir du mur sauter ici, quoi. Il y a l'espace de plus d'une main, donc c'est quand même bizarre ça. Là j'ai l'eau qui rentre dans le polyane. Je l'ai mal posé. L'eau passe de là à l'intérieur du polyane. Il faut que je l'accroche comme il faut. Et ça ira mieux, je pense. Ouais, ben c'est quasiment... c'est pas instantané, mais presque. Il n'y a plus déjà le goutte à goutte qu'il y avait tout à l'heure. Ça fait seulement 10 minutes, même pas 10 minutes. Et ça s'est pas arrêté, mais presque arrêté. Maintenant que je me suis changé parce que j'étais tout mouillé, entre deux averses, je vais aller voir dehors si ce que j'ai fait sur le polyane est efficace. J'aurais dû faire ça dès le début parce qu'avec le tasseau, il n'y a rien qui passe dessous. Et le vent ne peut pas coucher le polyane et faire passer l'eau de la toiture derrière le polyane. C'est obligatoirement sur le polyane. Bon, mais je crois que j'ai trouvé une des origines parce que je n'ai quasiment plus de fuite. Mais comme le déconfinement est demain, il faudrait que j'essaye de trouver une gouttière parce que je crois que le polyane ne fait que déplacer de quelques centimètres, de quelques dizaines de centimètres le problème. C'est-à-dire que tout ce qui tombe sur la toiture, au lieu de descendre à la verticale de la gouttière, descend 30 cm plus loin, mais ça finit quand même par revenir un petit peu sur le mur. Il ne faudrait pas que ce soit ça le problème. Donc dès que je peux, je vais chercher une gouttière, je mets une gouttière et je commence par ça. Si la gouttière ne suffit pas, je poserai une goulotte. Et si la goulotte ne suffit pas, j'appellerai la mairie pour poser un caniveau sur la voirie. Mais je vais d'abord essayer de me débrouiller tout seul, parce qu'ici on est à la campagne, et à la campagne, les budgets des mairies, il n'y a quasiment rien. Rappelez-vous quand je vous ai présenté ce que c'était que les panneaux d'OSB 3. Ici, ce sont des panneaux de 15 et de 18, mais ça ne change rien. Quand je vous les ai présentés, je vous ai parlé du stockage. Et il y avait un schéma qui expliquait qu'il fallait stocker à plat avec des supports tous les 60 cm, si je me rappelle bien. Or là, je les stocke verticalement. Et même si ce n'est que pour une semaine ou deux, peut-être 3, il ne faut pas les garder comme ça vertical parce que sinon ils vont se tuiler, ils vont se plier, ils vont se déformer, ça va être infernal. Donc j'ai pris une précaution, j'ai mis les serre-joints. J'en ai mis 6 parce que je n'en ai pas plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, eh bien, en les comprimant les uns contre les autres, ça fait une structure beaucoup plus résistante. Donc stockage vertical à condition de prendre quelques précautions, sinon vous allez vous retrouver avec du bois qui sera inutilisable. Et normalement, si j'arrive bien à avancer sur les autres sujets, que ce soit l'éclairage, que ce soit la gouttière, et peut-être que ce soit les portes, je vais voir si je le ferai avant, mais ce panneau, ou ces panneaux, vont servir ici à faire tout l'aménagement contre le mur. Déjà à faire un mur, et ensuite à faire les aménagements qui vont me permettre de mettre les meubles. Parce que j'ai commencé à réfléchir à ça.
Allez, pour voir l'efficacité de la lumière, eh bien, je vais prendre ici la valeur maximale que je peux trouver. Bon, j'arrive à max 636, là. Quelque part par là. Voilà. Si je mets la lumière maintenant, déjà ici je suis à 200, 240, 247, 48, 250, 260, 230. Bon, comme c'est une mesure qui est vraiment directionnelle, il faut faire tourner le capteur comme ça pour vérifier quelle est la valeur la plus grande. Il y a sûrement des capteurs plus élaborés, mais là je suis en valeur maximum, je suis à 250. Quand j'étais dans l'atelier de l'autre côté, la valeur maximale que j'atteignais avec la lumière était à peine supérieure à la valeur de la lumière naturelle un jour de pluie avec la végétation qui a poussé devant l'atelier. Je vais être très bien dans cet atelier. Alors oui, la végétation a poussé et donc ça me coupe un petit peu de lumière. Voilà comment je me suis organisé pour l'instant. Donc j'ai l'établi qui est à 1,20 m, on va dire, du mur. Je peux encore le rapprocher de manière à pouvoir ici passer entre l'établi et moi, de manière à pouvoir mettre en face et travailler face à la lumière et filmer ici. Donc ça, c'était important de pouvoir avoir ici un poste où je puisse mettre mon support pour la caméra et de filmer ce que je fais en face, et moi de ne pas être dos à la lumière mais être bien face à la lumière ici. Si je regarde sur la partie CR-Ruban comme ING, en luxe, je suis largement bien pour filmer. Je suis à 280, j'arrive même à 300 à certaines valeurs, et 320. Donc là, je peux filmer tranquillement. Ça me fait un petit peu d'ombre ici, donc il va falloir que je rajoute quelque chose derrière de ce côté pour faire une lumière dans le dos, une lumière d'ambiance. Mais là, pour ce poste de travail, pour celui-là, poste de travail, eh bien, c'est déjà calé. Ce sont des LED donc, qui font 50 watts. Il y a une dépense d'énergie qui est relativement minime. A priori, le combiné va aller ici. Il va venir à peu près par là. Et l'établi est là. J'aurai 1,50 m entre le bout du combiné et l'établi qui est juste là. Et je vais donc pouvoir tranquillement organiser la lumière à partir de cette panne. Je vais mettre une lumière par-dessus. Ou alors peut-être que je vais la mettre ici, la lumière, sur cette panne. Et comme je l'aurai ici, eh bien je vais éclairer en vue plongeante sur le combiné qui est ici. Et enfin, le dernier poste de travail, il va être contre ce mur, parce qu'ici je vais avoir un plan de travail avec la scie à onglet. Donc là, je pense que je vais mettre de l'éclairage sous cette panne, et ça va m'éclairer tout le dessus du plan de travail. Et là, c'est pour plus tard. Pour l'éclairage, donc, je vais avancer petit à petit, poste de travail après poste de travail. J'ai le temps, j'ai pas encore rentré toutes les machines, j'ai pas encore installé la scie à onglet. Donc je vais d'abord installer les machines. Là, j'ai installé l'établi, j'ai installé la scie à ruban. Donc ces deux postes de travail, ils sont bien. Peut-être que je vais décaler un petit peu par là, je vais voir, c'est possible. Parce que si on regarde bien, j'ai serré l'établi contre la scie à ruban alors que j'ai encore ici beaucoup de place. Donc je vais peut-être le décaler un petit peu par là. Et c'est pour ça qu'ici il y a un petit peu de mou. C'est tout simplement parce qu'il est possible que je déplace ces trois spots un petit peu par là pour leur faire suivre l'emplacement de l'établi. L'intervention que j'ai faite sur le polyane, c'est flagrant. Ça fait 1 heure que j'ai modifié le polyane. Et malgré la pluie qui a redoublé, eh bien ça ne coule plus. Cet épisode a été un petit peu long, j'ai fait un petit peu de tout, j'ai terminé le parement, j'ai installé l'éclairage, je vous ai montré comment j'ai nettoyé le rénovateur parce que j'aime bien les outils et je voulais les faire durer. Donc celui-là, j'avais vraiment maltraité. Je suis content de la tournure que prend ce chantier, même si j'ai quelques petits soucis administratifs, je les ai expliqués dans une story il y a quelques jours. Je pense avoir trouvé ce qui a causé de la confusion dans ce dossier et ça devrait se régler rapidement. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans le prochain épisode, mais je vais faire quelque chose, c'est sûr. Si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, pensez à activer la petite notification en cliquant sur la cloche. Pensez à liker, pensez à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage.
Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.